Bonsoir, chers compatriotes et chers amis du Congo. C'est encore un grand plaisir de me retrouver ce soir sur le canal de 5 sur 5 Médias depuis Washington pour vous parler en ce début d'année du bilan du gouvernement congolais en 2013. Donc je suis de tout oui pour pouvoir balayer avec vous le déroulement de cette année 2013, ce qu'il a été pour le Congo, pour la diaspora et sur le plan international, mais surtout focaliser sur la situation de notre pays. En tout cas, une fois de plus, la communauté internationale est venue au chevet de la République démocratique du Congo pour essayer de résoudre les problèmes que nous connaissons à l'est du pays. Et c'est ainsi qu'en février, 11 chefs d'État africains se sont réunis avec les Nations Unies pour signer ce qu'on a appelé l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans cet accord, on a regardé ce que le président de différentes des régions qui sont attachés à nos frontières à l'est du pays, on leur a donné les directives sur ce qu'ils doivent faire, pouvoir se retirer de la République démocratique du Congo, éviter de s'ingérer militairement dans les affaires de la République du Congo et surtout respecter la souveraineté nationale du Congo, ce qui est un point assez important. Par contre, vis-à-vis du gouvernement, le gouvernement a reçu un certain nombre d'indicatifs ou de directives ou de conseils dans lesquels a figuré ce qu'on a appelé la concertation nationale qui a été finalement appelée au mois d'août 2013 et malheureusement, depuis la fin de la concertation nationale, on n'a rien vu venir. Même le gouvernement national qui avait été promis par le président Joseph Kabila n'a pas été mis en route et l'année 2013 a vu la fin cette année s'écouler sans que ce gouvernement ne puisse pointer à l'horizon. Donc nous avons dit que les conditions dans lesquelles on a appelé la concertation nationale n'étaient pas optimales parce que, avant d'appeler la concertation nationale, il fallait que les pays soient totalement pacifiés. Une fois que les pays auraient été totalement pacifiés, on aurait appelé à un dialogue inclusif qui aurait permis à tout le monde de participer. Mais on a bien vu que ces dialogues, ces concertations nationales n'ont pas été exclusives. Une partie de la classe politique a boudé avec de bonnes raisons, de fortes raisons, ces concertations nationales. Et nous savions très bien que les concertations ou des dialogues en dialogue, le plus important, c'est de ce qu'on devait faire des résultats qui ont été conclus. Et comme vous le constatez, trois mois plus tard, rien n'a été fait et ce sont des conclusions qui sont pour l'instant casées dans les tiroirs et nous ne pouvons pas présager de quelque chose de mieux qui puisse en sortir avec le gouvernement actuel. En tout cas, il y a une cassure, je pense que c'est le seul pays au monde, la République démocratique du Congo, où il y a un rejet total du gouvernement national au niveau de la diaspora. Donc cette situation, nous l'avons connue depuis le début de l'année. L'année s'est terminée encore de façon assez forte dans la même situation. Les rejets que nous avons de la diaspora vis-à-vis du gouvernement congolais, basés sur le fait que nous connaissons les abus des droits de l'homme, les assassinats politiques, les emprisonnements des opposants politiques. Sur le plan social, nous verrons dans cet échange que aucun progrès, même si les chiffres qui sont donnés au niveau de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international montrent des croissances économiques qui ne se traduisent pas dans la vie courante de la population. Et la différence entre la diaspora et nos compatriotes qui sont au pays, c'est que nous, de la diaspora, nous sommes au fil de l'information, nous sommes très informés. Nous sommes au courant de la situation du désastre social qu'il y a dans notre pays, l'insécurité qu'il y a dans notre pays et la faiblesse de notre pays sur le plan de leadership. Nous avons l'impression, et c'est difficile de pouvoir les contredire, que les chefs de l'État de notre pays reçoivent des directives des chefs d'État de pays
avec qui nous avons la frontière à l'est, comme le Rwanda ou l'Ouganda. C'est une situation qui est vraiment totalement inacceptable pour la diaspora congolaise, parce que c'est un pays, le Congo est un grand pays qui doit être en tête dans la région et rayonner sur toute l'Afrique. C'est cet aspect de la chose qui déplaît je ne dis pas la classe politique, mais à tous les Congolais de la diaspora, nous qui nous appelons combattants, résistants face à la dictature que nous impose Joseph Kabila. Je voudrais signaler que cette affaire, cette cassure entre la diaspora et les gouvernements est partie surtout, on met de côté la gestion calamiteuse du gouvernement congolais, mais l'assassinat d'Arma Tungulu à Kinshasa, un Congolais de la diaspora qui est rentré, qui a jeté une pierre sur le cortège du président Joseph Kabila et il a été assassiné. Son corps n'a pas été livré. Les gens à Kinshasa, au pays, ne sont pas au courant de ces choses-là puisqu'ils sont sous-informés. Mais ça n'a pas aidé les relations entre le gouvernement et sa diaspora. Et là, cette année encore, je pense que nous allons en parler, sur le plan culturel, le gouvernement a poussé derrière notre compatriote pour qu'il vienne faire un concert, alors que sachant très bien que et même membres du gouvernement ont l'interdiction quasi de la diaspora de pouvoir faire des missions à l'étranger. En tout cas, en République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème de leadership qui commence au sommet de la tête de l'État. Le sommet de la tête de l'État a échoué sur plusieurs plans. Cette absence de leadership pose un problème sur l'avenir de notre nation. Nous subissons des menaces des pays voisins, alors que nous aurions dû entretenir des relations de bon voisinage. Mais notre chef d'État montre une certaine faiblesse vis-à-vis de ses homologues, dans la région, qui perturbe la bonne marche du gouvernement congolais et la bonne marche d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. Cette absence de leadership sur le plan international, cette absence de leadership sur le plan national montre que le pays n'est pas gouverné. Et ça donne des arguments aux gens qui pensent que le Congo est trop grand pour être gouverné. Non. On a vécu encore en 2013 cette insuffisance du gouvernement congolais de pouvoir répondre aux besoins fondamentaux, aux besoins vitaux de la population. Ainsi, nous pensons et nous sommes convaincus que sans les changements de leadership à la tête de ces pays, le Congo ira de chaos en chaos et je pense que il faut prendre conscience que sans ces changements, le gouvernement congolais aujourd'hui pouvait reconnaître sa faiblesse et pouvoir démissionner. Pourquoi pas? Parce que même dans la politique, la démission, c'est une forme de courage. On a vu en Centrafrique, dans les difficultés actuelles, le président Djotoda démissionner de son poste de président de la République. Nous avons aussi vu dans les passés, le président Moussa Traoré ou Amadi Toumani Touré s'est retiré du pouvoir et être rappelé plus tard par la population parce que la population a reconnu en eux ce leadership dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, dans la situation de notre pays, nous allons de mal en pis. Nous pouvons montrer que cette cassure que vous avez soulignée dans la question précédente, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été le seul chef de l'État à être attaqué par sa diaspora lors de son séjour, lors du sommet sur la sécurité qui s'est déroulé à Paris, en France. Tous les autres chefs d'État ont été encueillis comme par le passé, la façon dont le président Mobutu était encueilli. Lorsqu'on voit le cortège du président Joseph Kabila subir des jets de pierre alors que celui de Paul Biya est accompagné par la diaspora camerounaise à Paris, il y a de quoi se poser des questions. Donc ce problème de leadership, nous aujourd'hui, nous avons la capacité de d'apporter la crédibilité que les investisseurs étrangers ont besoin pour venir injecter plusieurs milliards de dollars pour que nous puissions bâtir les infrastructures de vrai pour le développement de notre pays et ceci dans tous les secteurs.
Le bilan sur le plan sécuritaire de la République démocratique du Congo est totalement mitigé parce que tout le monde aurait pu dire oui, on nous a chanté la fin de la guerre à l'Est par la défaite de M23. Et si cette fin de guerre qui avait été annoncée comme la défaite de M23, nous aurions encore eu aujourd'hui en janvier parmi nous les colonels Mamadou Ndala. On nous a fait comprendre les premiers communiqués, il s'agissait d'une attaque des NADEF Nalou et on s'est rendu compte que c'était purement et simplement un assassinat de ces vaillants soldats qui a démontré ses capacités sur le front. Donc sur le plan sécuritaire, le Congo, l'année 2013 a montré des troubles au Katanga. On a vu des troubles de groupes qui se sont appelés le Bakatakatanga. Ce que nous n'avons pas compris, pourquoi tous ces individus, ces jeunes qui ont été arrêtés à Lubumbashi ont été transférés à Kinshasa et leur sort est resté inconnu. S'ils ont été incarcérés à Makala et dans les prisons à Kinshasa, nous avons vu que ces compatriotes, on nous les a refilés à la fin de l'année, le 30 décembre, dans un scénario difficile à comprendre. Et nous avons vu ces soi-disant coups d'État, tentatives de coups d'État aussi mal préparés. Lorsque les gens qui veulent faire un coup d'État se retrouvent sur le plateau de télévision, commencent à se dire qu'est-ce que nous allons dire et qu'ils cherchent les fusils qu'ils devaient utiliser en se posant des questions, on tire comment avec ces fusils, c'est trop flagrant pour vraiment croire qu'il y a eu une tentative de coup d'État à Kinshasa. Mais c'est que la leçon à tirer, la leçon que la communauté internationale peut tirer de cette affaire, c'est que nous avons vu plus d'une centaine de corps de nos jeunes non armés, exécutés, et dont les corps ont été aussi maltraités, sur lesquels on n'a montré aucun respect de la dignité humaine. Lorsque le colonel Kadhafi avait menacé, son fils avait menacé de faire un bain de sang en Libye, je pense que tous les États occidentaux se sont mis ensemble pour mettre un terme à ces carnages. Et on connaît ce qui s'est passé en Libye. Lorsque une telle situation se passe au Congo, la communauté internationale est comme tétanisée. Les images de tous ces jeunes que nous avons vus, des scènes macabres sur ces plans, c'est quelque chose de déplorable et inacceptable. Donc les abus sur les droits de l'homme se sont encore multipliés. Notre pays est toujours sous la menace du Rwanda et de l'Ouganda. On a entendu encore des bruits de bottes à l'est du pays. Le Congo n'est pas totalement sécurisé. On nous avait laissé entendre qu'il y avait environ 500... Les M23 étaient composés de 500, d'un troupe de 500 hommes. Et à la fin, lorsqu'ils sont partis en Ouganda, on nous annonce un contingent de plus de 1700 soldats du M23. Allez comprendre toute la gymnastique et toutes ces manigances qui se font pour attaquer le Congo demain, pour maintenir le pays dans un état d'insécurité permanent qui permet les vols de matières premières et cette exploitation illicite de matières premières qui ne favorise pas la stabilité que nous pouvons entendre pour relancer, remettre l'État de la République démocratique du Congo. Déjà 20 décembre, bilan gouvernement est négatif ou positif? En tout cas, bilan vraiment négativité moi nyama. Donc Simba attend la plan mon côté. Bilan na salon sur 5 chantiers, donc 0 sur 5. Chantier. En tout cas, bilan ya mboka oyo pour nanga benga négatif. En tout cas, le côté.
Catastrophique, le bilan économique et social. Laissez-moi vous dire que si le gouvernement congolais, avec en tête Joseph Kabila, Kabangé, avait commencé à travailler correctement sur le plan social, puisque nous sommes au deuxième mandat, la classe sociale des enfants délaissés qu'on a appelé les Chégués a donné une nouvelle naissance à une autre classe sociale des enfants qu'on a appelé des Kuluna, qui terrorisent la population, qui rend Kinshasa invivable. Ça, c'est le bilan social de mauvaise gouvernance, cette corruption généralisée, l'argent de l'État qui finit dans les poches des individus, les besoins sociaux ne sont pas couverts. Je crois que le bilan sur le plan social est déplorable. Nous pouvons aller voir les taux de mortalité en début d'année, en fin d'année. Il est certes vrai que si on va voir si on s'est complet à dire qu'il y a la croissance économique a été de 6% en RDC en 2013, ce sont des chiffres qui ne se traduisent pas dans l'assiette du peuple du Congolais moyen. Et nous avons, sur le plan économique, nous pouvons regarder les statistiques. Le Congo est encore en bas du classement. En 2012, on était autour de 178e sur le classement mondial avec 180 États. Il serait très difficile que la RDC puisse montrer un bond, même sur ces classements. Et ces classements ne veulent absolument pas dire grand-chose si on voit l'état du pays. Et 2013 a été aussi l'occasion pour le président Joseph Kabila lui-même de montrer son incapacité en parcourant Kisangani à Goma en route et sur des routes dans lesquelles on l'a vu s'embourber. C'est vraiment difficile à comprendre que les 5 chantiers dont on nous a chanté n'a abouti à pratiquement pas grand-chose si on voit l'état des routes qu'il a eu lui-même à pratiquer et démontrer que nous sommes loin des slogans, loin des publicités qui ont été faites. Et je pense que dans ces conditions, puisque le Congo est un pays, un grand pays qui est totalement englouti dans cette mauvaise gouvernance et cette incapacité de pouvoir délivrer les besoins de la population et surtout les manques de confiance que les investisseurs internationaux ont vis-à-vis de ces pays. Il n'y a pas que les ressources minérales ou les matières premières qui font la richesse du Congo, mais il y a aussi nous, les hommes, qui pouvons rassurer ceux qui veulent investir dans notre pays en leur donnant la crédibilité, en démontrant la crédibilité que nous avons affichée dans leur pays et surtout en servant de garantie de base aux investissements futurs. Car nous avons l'expérience, nous avons les hommes et nous sommes prêts à reprendre ces pays en main pour en faire un centre de rayonnement de l'économie mondiale. Pourquoi l'économie mondiale? Parce que le Congo, avec toutes les richesses naturelles que nous avons la capacité d'influencer les places financières du monde. Et le Congo, avec les matières premières nucléaires que nous avons, nous pouvons aussi influencer la sécurité du monde entier. C'est pour ça que nous avons besoin de mettre en place un nouveau leadership pour pouvoir faire répartir notre pays. En tout cas, sur le plan culturel, je veux d'abord déplorer et rendre hommage à notre frère Alain Moloto, qui est mort comme nous le savons, à la suite de plusieurs empoisonnements. L'année, le bilan 2013, ça c'est la plus grande perte que le Congo a connue sur le plan culturel.
Je dirais aussi que je rends aussi hommage à notre emblème national sur le plan culturel, les chanteurs Taboulé et Rochereau, qui nous a quittés en Belgique cette année. Mais sur le plan culturel, c'est cette absence de sagesse qu'aurait pu mettre en place le gouvernement congolais pour commencer à rétablir les ponts sur le plan culturel entre notre pays et nous qui sommes dans la diaspora. Lorsque la diaspora s'est levée pour dire stop au concert des Congolais à l'étranger, cela avait commencé par l'interdiction de voyages des gouvernants, les membres du gouvernement congolais ne se déplacent plus à leur aise dans la diaspora. Au lieu de prendre cela en considération, faire des choses positives dans les pays, démontrer qu'ils sont capables de répondre aux besoins sociaux que la population entend d'eux. Nous avons plutôt vu des images de Koulouna qui terrorisent tout le monde, qui montrent que le pays n'est pas dirigé, le pays n'est pas gouverné. On a tout fait pour financer les concerts de JB qui a encore mis la poudre dans les relations entre la diaspora et le gouvernement congolais. Mais je dirais que si je regarde en 2013 sur les conséquences que ces concerts, la programmation a eu vis-à-vis des combattants et de la résistance congolaise, c'était un mal qui s'est transformé en bien parce que ça a ressoudé les combattants, ça a rajouté à la détermination de la diaspora congolaise pour en finir avec ce gouvernement qui n'arrive pas à délivrer sur les besoins de nos populations. Durant cet épisode du concert de JB, nous avons quand même vu les échanges qui ont démontré que si les gouvernements congolais avaient les soucis de nos musiciens, les soucis du développement de la culture, ils auraient construit des salles de spectacle comme les Zénith, comme Bercy, à l'intérieur du pays, et ainsi permettre à nos musiciens de pouvoir se produire dans des conditions beaucoup plus confortables en termes de prise de son, en termes d'image, mais aussi sur le plan culturel, le gouvernement aurait pu prendre des initiatives pour encourager ou du moins forcer les sociétés brassicoles qui exploitent à fond ces marchés et la population congolaise, de pouvoir investir dans l'éducation, de pouvoir construire des écoles. On voit ici dans la diaspora les compagnies qui ont un lien avec la population, surtout les marchés directs, de mettre à la disposition une partie de ces ressources pour pouvoir contribuer à l'émancipation culturelle de nos populations. L'autre point que je pourrais indiquer, il aurait été beaucoup plus souhaité que toutes ces sociétés brassicoles, avec l'aide du gouvernement, puissent mettre en place des grands studios d'enregistrement, des usines de production. Comme j'ai toujours dit, le Congo est le cœur de la musique africaine et la musique noire dans le monde. Donc je pense qu'avec un bon leadership, nous pouvons faire en sorte que nos populations, le niveau de vie de nos populations puisse augmenter et pouvoir répondre de façon interne, de la manière interne, sur le plan interne, à la progression de notre culture et surtout à la création de richesses de nos musiciens à partir de l'intérieur du pays. Merci pour cette question. Je suis le président du mouvement de l'unité congolaise en sigle unique. Je crois que nous avons commencé à nous faire connaître, répandre les flambeaux pour les prochaines échéances et répondre à l'attente de nos populations qui disent
que c'est à la diaspora de venir délivrer notre pays dans la situation difficile dans laquelle elle se trouve. C'est pour ça, moi et beaucoup de mes compatriotes, nous avons pris nos responsabilités pour nous rassembler, nous mettre ensemble autour d'un programme de gouvernement, autour d'un programme de conquête de pouvoir pour assumer nos responsabilités. Nous avons développé nos différentes sections en France, en Angleterre, au Canada, ici aux États-Unis, en Afrique du Sud et à l'intérieur du pays. Nous avons des sections qui sont opérationnelles dans le nord et le sud Kivu, à Lubumbashi, et on m'a signalé que certaines provinces comme les Bas-Congo ou les Bandundu commencent à se mettre en ébullition, y compris à Kinshasa. Donc nous avons l'année 2014, c'est pour nous une année charnière, l'année charnière où nous devons accroître notre présence sur le terrain, répondre aux attentes de notre population sur l'ensemble du territoire. Et nous pensons que d'ici le mois de juin, nous serons présents sur le terrain de façon beaucoup plus effective et nous espérons que le gouvernement créera les conditions pour que ces retours se passent dans les meilleures conditions et pour que nous puissions nous faire connaître auprès de la population, leur apporter les soutiens et les aides dont ils ont besoin par rapport à notre programme, nous faire connaître pour les prochaines échéances qui vont commencer cette année et surtout gagner les cœurs des Congolaises et des Congolais. Je crois que l'année 2014 sera cette année décisive pour nous et en 2015 nous aurions notre premier congrès sur le plan national, congrès au cours duquel nous allons pouvoir désigner les candidats uniques aux différentes échéances. Mais si les élections locales commencent maintenant, nous allons faire appel à des partenaires pour que nous puissions former cette unité pour aller vers les combats et affronter ces échéances. Pour la population congolaise, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que nous avons dit qu'unique est le mouvement de l'unité congolaise. Le mouvement de l'unité congolaise, ça veut dire qu'il faut que nous puissions nous unir. Nous unir avec un point commun, un point à la base, c'est l'amour du Congo. Quand nous mettons notre amour du Congo au premier plan, nous sommes aguerris pour pouvoir, chacun à sa position, contribuer à relancer notre pays, contribuer à remettre notre pays sur les rails, et c'est ce qui est très important. Aujourd'hui, les gens qui composent les bureaux de UNIC sont surtout des volontaires qui ne regardent pas d'où viennent les ressources, mais contribuent avec leurs propres ressources au fonctionnement des UNIC. La différence que nous avons par rapport à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est qu'ils font passer leurs propres intérêts devant l'intérêt de la nation. Ils font passer leurs propres intérêts devant l'intérêt de nos enfants. Ils font passer leurs propres intérêts jusqu'à fermer les yeux devant la situation déplorable des femmes qui sont violées et mutilées à l'est de la République démocratique du Congo. Ils passent leurs intérêts devant l'armée, la police, en détournant l'argent pour l'équipement militaire, en donnant aux ennemis de notre pays les équipements qui ont été achetés avec l'argent du gouvernement. La mauvaise foi a conduit notre pays dans une situation déplorable. Et face à cette situation, il sera très difficile que nous, qui avons démontré notre volonté, nous qui avons montré notre amour pour le Congo, de venir travailler pour ce pays, avec les jeunes qui sont nés à l'étranger, qui ne connaissent pas ce pays, mais qui sont prêts à se battre, prendre les rues dans le froid, à tous les moments de l'année, pour venir aider, mettre leurs connaissances à la disposition de notre nation. La population, notre peuple, ne peut s'attendre qu'à ce que leurs conditions de vie
leur quotidien puisse changer. Pour que cette condition de vie change, nous pensons que nous allons mettre en place des systèmes qui puissent nous permettre, de reconstruire nos familles. Comment reconstruire les familles? Il faut d'abord compenser ces familles, ces pères, ces papas et ces mamans qui ont eu des enfants et qui ne travaillent pas. Il faut leur apporter une allocation familiale qui puisse les permettre, en fonction du nombre des enfants, de prendre soin de leur progéniture. Il faut mettre en place un programme qui puisse apporter une aide au logement de façon à ce que nous puissions donner à chaque famille congolaise le logement décent dont ils ont besoin. Nous avons pensé aussi que dans notre pays, il y a beaucoup de personnes qui sont handicapées par la maladie, handicapées physiques, handicapées mentales. Le pays, et notre tâche et notre mission à nous, c'est de s'occuper aussi de tous ces gens pour la bonne marche de notre pays. Enfin, tout ce que nous sommes en train d'annoncer ne peut venir par miracle. D'abord, 1, par notre connaissance, 2, par notre disponibilité, 3, par notre motivation pour faire bien notre travail. Pour faire bien notre travail, nous aurions besoin des ressources. Pour avoir ces ressources, nous avons établi notre crédibilité, notre confiance, notre capacité de pouvoir produire les travaux dont le peuple congolais a besoin vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis des amis du Congo, dans les pays du G8 ou du G20, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, la Russie, la Chine, l'Angleterre, le Canada, le Brésil, l'Inde, tous ces pays vont trouver leur partie d'intérêt dans les Congos de demain que nous allons mettre en place. Les Congos de demain, nous allons établir un pont direct pour que, avec notre leadership, nous puissions jouer notre rôle de fournisseur de matières premières à l'industrie des pointes dans le monde. Une collaboration directe à partir de notre pays vers les marchés internationaux. Nous aurions la capacité de mettre en place les places boursières dans notre pays pour pouvoir négocier nos matières. Nous mettrons en place une réforme de l'armée pour passer notre armée à plus de 300 000 hommes et 300 000 dans la police pour régler la sécurité dans notre pays. Nous avons mis en place des programmes très agressifs pour pouvoir répondre à ces besoins. Et ces programmes ont été validés pour nous permettre de pouvoir penser qu'une fois que nous prenons la charge de notre pays, nous serions capables de pouvoir implémenter ce que nous avons déjà programmé avec l'aide de nos partenaires et surtout remettre le peuple congolais au travail, remettre le Congo sur les rails et surtout bâtir les conditions d'une paix, mettre en place les conditions d'une paix durable dans notre pays et dans la région des Grands, non seulement dans la région des Grands Lacs, mais avec tous les 9 États voisins que connaît la République démocratique du Congo. Je me permets encore cette fois-ci d'oser espérer que l'année 2013 s'est terminée dans les très mauvaises conditions pour notre peuple. Nous osons espérer que 2014 se terminera dans des conditions, se déroulera dans les conditions meilleures et que nous pourrions très bientôt pouvoir commencer à travailler ensemble pour créer les conditions de notre victoire en 2016 et aux différentes échéances qui vont venir. Je vous remercie, je remercie la 5 sur 5 médias pour m'avoir donné cette occasion de m'adresser à vos téléspectateurs et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu vous bénisse. Merci. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre. Je vous garderai ineffaçablement gravé dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté
la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.